Bonjour, je m'appelle Donna Efouloubidibi. Je suis étudiante en Master 1 en écologie à l'EGPN de Bordeaux. Je fais cette vidéo pour vous parler de la biodiversité et des enjeux des zones de subduction. Au-delà de la lumière du soleil, là où la pression écrase et les ténèbres règnent, se trouvent des écosystèmes océaniques d'une richesse insoupçonnée. Les zones de subduction, où une plaque plonge sous une autre, sont des moteurs géodynamiques profonds façonnant la structure et le fonctionnement de la Terre. Au-delà de leur importance tectonique, ces zones génèrent des conditions environnementales extrêmes, créant des niches écologiques singulières, notamment au niveau des systèmes hydrothermaux associés, où se développent des communautés biologiques fondées sur la chimiosynthèse plutôt que sur la photosynthèse. Étudier ces zones, c'est donc mieux comprendre la dynamique terrestre et relier tectonique, géochimie et biologie. C'est dans cette optique que plusieurs organismes de recherche publics ou privés, tels que l'Institut français pour la recherche en mer, mènent depuis des dizaines d'années des campagnes de prospection, principalement des sources hydrothermales profondes, afin de mettre en évidence des nouvelles molécules d'intérêt, par exemple, pour le diagnostic génétique, les matériaux antibactériens ou la bioingénierie de biomatériaux. Si la géodynamique des zones de subduction est aujourd'hui relativement bien décrite, les liens fins entre processus tectoniques, flux géochimiques et structuration des communautés biologiques restent encore partiellement compris. De plus, le potentiel biomédical des adaptations observées chez ces organismes extrémophiles demeure encore largement en cours d'exploration. Cela nous amène à la question de savoir en quoi les zones de subduction créent-elles des écosystèmes uniques et quelles implications ces milieux présentent-ils pour la biodiversité et la biomédecine. Nous formulons deux hypothèses principales. Nous formulons deux hypothèses principales. Les conditions géochimiques spécifiques aux enjeux. Nous formulons deux hypothèses principales. Premièrement, les conditions géochimiques spécifiques aux zones de subduction favorisent l'émergence de communautés microbiennes, autrement hautement spécialisées et structurées par les gradients d'énergie chimique. Deuxièmement, les adaptations moléculaires développées dans ces environnements extrêmes constituent un réservoir de biomolécules et de mécanismes exploitables en biomédecine et en biotechnologie. L'objectif de ce travail est d'analyser l'interdépendance entre dynamique tectonique et structuration du vivant en profondeur. Pour cela, nous examinerons d'abord les mécanismes géologiques des zones de subduction, puis les caractéristiques écologiques des écosystèmes associés afin d'évaluer les implications biomédicales et scientifiques de ces environnements singuliers. Une zone de subduction correspond à une frontière convergente entre deux plaques tectoniques. Lorsque deux plaques se rapprochent, la plus dense, généralement la plaque océanique, s'enfonce sous l'autre. On parle alors de plongée lithosphérique. La plaque océanique descend progressivement dans le manteau terrestre en profondeur. La pression et la température augmentent fortement, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plaque ne fond pas immédiatement. Il se produit d'abord la déshydratation. Ce qui rend la zone de subduction unique, c'est que d'un côté de la limite, on observe un type particulier de lithosphère ou croûte appelée croûte océanique. La particularité de la croûte océanique est qu'il s'agit d'une région de roche solide, plus mince, généralement composée principalement de basalte. Le basalte est un matériau très dense et très lourd. De l'autre côté de la limite de la zone de subduction, on observe un autre type de croûte appelée croûte continentale, beaucoup plus épaisse et généralement composée de granit, une roche plus légère et moins dense que le basalte. Lorsque ces deux plaques de lithosphère se rencontrent sous l'effet de forts courants de convection dans le manteau, une plaque est poussée sous l'autre et la plaque subjuguée, la plaque qui s'enfonce est la plaque la plus dense, en l'occurrence le basalte océanique. On peut donc observer la plaque subjuguée sur ce schéma, mais ce qu'il nous faut comprendre, c'est
ce qui se passe au-dessus de la limite de plaque à la surface de la Terre. À cause de ces subductions, la côte continentale se soulève, formant des montagnes escarpées et des volcans actifs. Cette région est également sujette au séisme ainsi qu'à des formations comme les fosses océaniques, là où les deux plaques se rencontrent. Les zones de subduction comptent parmi les limites de plaques les plus actives de la planète, souvent caractérisées par une intense activité volcanique et sismique et des reliefs accidentés. Mais ce n'est pas tout. L'eau et les fluides libérés circulent également dans la croûte océanique et continentale. Cela génère un système hydrothermaux profond où l'eau chauffée interagit avec les roches, dissout des métaux et ressort parfois sous forme de sources hydrothermales sous-marines. Ces environnements sont extrêmes et on peut y trouver de fortes pressions, des températures élevées, de fortes concentrations en métaux et l'absence de lumière. Et pourtant, ils abritent une biodiversité remarquable. Ces mécanismes géologiques ne se limitent donc pas à la dynamique interne de la Terre. Ils créent des conditions environnementales très particulières qui vont permettre l'installation d'écosystèmes uniques. Les conditions que nous venons de décrire, pression élevée, température importante, réactions chimiques marquées, pourraient sembler incompatibles avec la vie. Pourtant, certains organismes, certaines espèces ont développé des stratégies d'adaptation remarquables à ces environnements extrêmes. On les appelle les extrémophiles. Et pour mieux comprendre ce que recouvre ce thème, je vous présente une petite vidéo proposée par National Geographic. Les extrémophiles sont présents dans les 3 domaines du vivant, bactéries, archées et eucaryotes. Ils vont des thermophiles, organismes qui affectionnent la chaleur extrême, se nourrissent de substances chimiques inorganiques et possèdent des enzymes spéciales pour survivre à des températures élevées, aux psychophiles et affections de froid extrême et ont développé des protéines antigènes qui contribuent à assurer leur survie dans certaines des zones les plus froides de la planète. Mais les êtres vivants les plus extrêmes sur Terre sont les tardigrades, également connus sous le nom de tardigrades. D'autres micro-animaux aquatiques sont polyextrémophiles. Cela signifie qu'ils sont capables de survivre à de multiples conditions extrêmes. Ils sont quasiment indestructibles et ont même vécu aux conditions extrêmes de l'espace. Les tardigrades possèdent une adaptation unique qui leur permet de se recroqueviller en une boule sèche apparemment sans vie et ralentir leur métabolisme. Dans cet état, ils peuvent survivre pendant des décennies dans les environnements froids et secs comme l'espace. 5. L'étude des adaptations des extrémophiles pourrait être la clé de la résolution de nombreux problèmes terrestres. Cela comprend le développement de médicaments à base de gènes, la production de nouveaux types de biocarburants et la protection des populations contre l'exposition aux radiations. Les extrémophiles nous ont ouvert l'esprit aux nombreuses possibilités de la vie et aux environnements qui peuvent la soutenir. Comprendre les limites de la vie dans ces conditions extrêmes sur Terre pourrait fournir aux scientifiques des indices sur la façon dont la vie pourrait éventuellement exister ailleurs dans l'univers. L'Institut océanographique de Woods Hole aux États-Unis est le parfait exemple d'organisme qui s'inspire des trésors des fonds océaniques pour faire avancer la médecine. Ils ont d'ailleurs déclaré que presque tous les antibiotiques qu'ils avaient ont été produits par des micro-organismes. C'est ainsi que les 2 dernières décennies ont vu émerger de nouvelles applications médicales et des essais cliniques prometteurs démontrant que la biodiversité profonde est une ressource biotechnologique active. Depuis 2023, l'IFREME a par exemple intensifié ses explorations des grands fonds marins pour mieux comprendre les écosystèmes abyssaux et leurs réponses aux perturbations
environnementales. En 2025, une expédition à bord du navire, pourquoi pas, a cartographié et recensé des champs hydrothermaux le long de la dorsale médio-atlantique jusqu'à plus de 3700 mètres de profondeur afin de documenter la biodiversité et les caractéristiques physico-chimiques de ces milieux extrêmes. Mais pour remonter un peu plus loin dans le temps, on pourrait remonter à 1969, lorsque les chercheurs ont isolé une bactérie appelée Thermus aquaticus. Cette bactérie vit dans des environnements très chauds. Elle produit une enzyme capable de résister à de fortes températures. En 1983, cette enzyme a permis de mettre au point une technique appelée PCR ou polymérase chaîne réaction, une technique de biologie moléculaire qui permet de copier une très petite quantité d'ADN des millions de fois en quelques heures. Aujourd'hui encore, cette méthode est utilisée partout dans le monde pour détecter des cancers, des maladies génétiques ou encore des virus. Si cette bactérie est si utile, c'est justement parce qu'elle s'est adaptée à un environnement extrême. La chaleur qui pourrait détruire d'autres enzymes ne l'affecte pas. Puis, en 1989, une autre bactérie marine profonde, Salinispora tropica, a été découverte dans des sédiments océaniques. Elle produit une molécule appelée salinosporamide A. Cette molécule agit sur un mécanisme essentiel à la survie des cellules cancéreuses. Elle a donné naissance à un médicament expérimental, le marizomide, qui a été testé dans des effets cliniques pour traiter les cancers graves comme le myélome multiple et le glioblastome, une forme agressive de tumeur cérébrale. Les chercheurs s'intéressent aussi aux micro-organismes capables de survivre dans des milieux riches en métaux. Pour résister à ces conditions toxiques, ils ont développé des mécanismes biologiques spécifiques. Aujourd'hui, ces mécanismes inspirent la création de nanoparticules utilisées en imagerie médicale ou pour mieux cibler certains traitements anticancéreux. Enfin, ces peptides antimicrobiens issus de bactéries profondes ont récemment montré des résultats prometteurs contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est un enjeu majeur de santé publique car certaines infections deviennent de plus en plus difficiles à traiter. Les zones de subduction ne sont pas seulement des moteurs géologiques, elles façonnent des environnements uniques où la vie a trouvé des stratégies extraordinaires pour survivre. Les gradients chimiques, la chaleur et la pression extrême créent des niches écologiques qui favorisent l'émergence de communautés microbiennes et animales spécialisées, organisées autour de la chimiosynthèse plutôt que de la lumière solaire. Ces adaptations extrêmes ne sont pas seulement fascinantes du point de vue écologique, elles constituent un véritable réservoir de biomolécules et d'enzymes aux applications potentielles en biomédecine et en biotechnologie. Étudier ces organismes, c'est comprendre comment la vie exploite des conditions radicalement différentes et comment ces stratégies peuvent inspirer l'innovation scientifique. Enfin, ces milieux sont encore largement inexplorés, nous rappellent que l'écologie ne se limite pas aux environnements visibles. Même dans les profondeurs extrêmes, les interactions entre organismes et milieux façonnent la biodiversité et nous enseignent comment la vie s'adapte, persiste et évolue. Comprendre ces écosystèmes, c'est élargir notre définition de la vie et notre capacité à la protéger. C'est bon?